Chers amis, nous avons entrepris de vous expliquer en détail et historiquement tout ce qui s'est passé avec le Golan. Dans le précédent numéro, je vous ai fait une longue introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première partie que j'ai appelée volontairement « Les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs ». Quand vous aurez compris ce que les Anglais et les Français ont fait de ce malheureux Proche-Orient, vous comprendrez qu'ils sont les conseilleurs, les mauvais conseilleurs, et ils n'ont jamais rien payé à personne. Le 11 novembre 1918, la Grande Guerre, qui a duré 4 longues années et a été appelée depuis la Première Guerre mondiale, prend fin. Elle laisse une Europe ravagée qu'il faut reconstruire et des millions de morts. Les officiers des pays vainqueurs se retirent du devant de la scène pour laisser la place aux diplomates et aux politiques qui vont redessiner le monde. Voyons ce que nous allons dire et ce que nous pouvons dire de ces modifications apportées par les hommes politiques français et anglais. L'Allemagne est vaincue et se voit amputée de ses colonies et d'une partie de la Sarre. L'Empire ottoman, défait, accepte le traité de Sèvres de 1920, mais Mustafa Kemal, plus tard surnommé Atatürk, le père du peuple turc, refuse ce traité signé par le sultan Mohamed VI qu'il chasse du pouvoir pour créer un État turc moderne et laïque, malgré ses 98% de musulmans. Or, à la veille de la guerre de 1914, la Turquie était un empire vaste et en 1918, elle a déjà perdu toute l'Afrique française du Nord, la Libye et l'Égypte, et elle va encore perdre, entre autres, la Syrie, l'Irak, la Palestine et le Liban. C'est donc la question que nous allons étudier maintenant. Les deux grands pays européens vainqueurs sont le Royaume-Uni et la France. Ce sont tous deux grands pays dotés d'énormes colonies. Jusqu'en 1918, la politique anglaise a été de toujours défendre et protéger la route maritime des Indes, et pour arriver à son but, la Grande-Bretagne a toujours été maîtresse des lieux à Gibraltar, Malte, Chypre, Suez, sur le canal de Suez, et Aden, au débouché de la mer Rouge. Maintenant, la Grande-Bretagne, qui a donc plusieurs relais sur la route maritime, va chercher alors à se doter d'une route terrestre vers les Indes. Pour ce qui concerne la route maritime, nous venons de voir que l'Angleterre a Gibraltar, Malte et Chypre. Nous le redisons, mais nous l'avons déjà dit. Elle veut maintenant défendre la route terrestre vers les Indes et va œuvrer pour dominer par tous les moyens la Palestine et l'Irak, qui la placeront automatiquement sur le golfe Persique. La France, qui a retrouvé l'Alsace et la Lorraine en Europe, veut aussi avoir sa part du gâteau ottoman. Ces deux puissances se mettent donc d'accord pour dépecer à leur profit l'Empire ottoman, appelé l'homme malade de l'Europe. Le Proche-Orient est alors découpé en fonction des intérêts français et anglais, sans tenir nullement compte des populations qui y vivent. Il est vrai que ces pays ont d'énormes déserts. Ainsi, toute la Palestine au-delà du Jourdain est désertique et très peu peuplée. Il en est de même pour la Syrie, en devenir, dont près du tiers du territoire est un désert. Pour mieux fixer les idées et pour rafraîchir la mémoire de l'auditeur, voici quelques données historiques. En 1916 et pendant la Grande Guerre, la France et l'Angleterre
conclut un accord secret avec l'assentiment des Russes et des Italiens pour se partager, quand l'Empire ottoman aura été battu, tous ces territoires. Cet accord est passé dans l'histoire comme les accords de Sykes-Picot, aujourd'hui récusés par l'État islamique, entité terroriste agissant en Irak et en Syrie. Le 2 novembre 1917, avant donc la fin des hostilités, la Grande-Bretagne émet une déclaration officielle connue sous le nom de déclaration Balfour, du nom de son ministre des Affaires étrangères, Lord Balfour. Cette déclaration, envoyée à Lord Rothschild, leader de la communauté juive de Grande-Bretagne et d'Irlande, stipule que le gouvernement de Sa Majesté, en sympathie avec les aspirations juives et sionistes, envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Il faut quand même noter que le Royaume-Uni a promis au mouvement sioniste mondial en 1917 un foyer juif en Palestine, alors que ce territoire ne lui appartenait encore pas. De plus, ce foyer est appelé par les Anglais foyer national pour le peuple juif. Cela ressemble quand même beaucoup à un État. Comment expliquer cette générosité anglaise vis-à-vis du monde sioniste? Elle est due au travail acharné de Chaim Weizmann, le futur premier président de l'État d'Israël. Devenu citoyen anglais, en 1910, il découvre en 1916 un mécanisme de fermentation bactérienne qui permettait de produire d'énormes quantités d'acétone, produit utile à la fabrication d'explosifs sous-marins. Il donne cela à l'Angleterre. Il lui en fait cadeau. Il est donc permis de penser que la déclaration Balfour a été sans aucun doute un geste du gouvernement britannique pour remercier Chaim Weizmann. Mais ce même royaume de Grande-Bretagne a aussi promis au shérif de la Mecque de la tribu des Hashmis, qui a aidé la Grande-Bretagne à obtenir d'excellents et juteux contrats pour l'extraction et la commercialisation du pétrole de la presqu'île arabique, que ses deux enfants mâles seraient intronisés rois le moment venu. Il fallait donc leur trouver à chacun un royaume. En fait, la tribu de Hashmi était en guerre avec la tribu de Saoud et le Royaume-Uni a joué les Hashmi contre les Saouds. D'un autre côté, les accords de 1916 sont tellement importants qu'on va s'y arrêter un peu plus. Les intérêts anglais sont sauvegardés en accordant à la Grande-Bretagne, en gros, l'Irak actuel, amputé des provinces pétrolières de Kirkuk au nord et de la province du Koweït au sud, cette province qui fut la cause de la guerre de 1991. Saddam Hussein, par le fait que le Koweït aurait pompé du pétrole irakien par un forage oblique, lui a déclaré la guerre et l'a occupé. En fait, la vraie raison de l'invasion du Koweït est mieux comprise si l'on dit que le Koweït a été détaché de l'Irak par l'Angleterre pour en faire un émirat autonome à sa botte. Au bout de quelques jours de combat, après le 2 août 1990, le gouvernement irakien déclare que le Koweït, qu'il considère comme sa 19e province, doit revenir dans le giron de la mère patrie, l'Irak. Les Anglais garderont aussi la Palestine qui va d'Eilat sur la mer Rouge jusqu'à y compris le Golan. Nous devons ici noter que le Golan fait partie du territoire alloué à la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la future Palestine. De là vont naître les problèmes. À ce niveau-là vont naître les problèmes. La Palestine arabe et le territoire juif sont très très grossièrement dessinés, car, ne l'oublions pas,
la Grande-Bretagne avait des promesses à tenir avec d'autres de ses clients. La Grande-Bretagne conservera la franchise de taxes dans les ports de Haïfa et de Saint-Jean d'Acre, aujourd'hui Akko en Israël. La France aura la Grande Syrie qui va du sud de Damas à la ligne qui va d'Alep à Mossoul, qui se trouve ainsi rattachée donc à la Syrie. Dans la zone côtière qui va de Haïfa à la frontière avec l'Égypte et qui englobera Jérusalem, il y aura une administration internationale, mais cela n'est pas clair du tout. La France, qui veut avantager les chrétiens et créer un Liban à sa botte, détache Beyrouth et ses montagnes de la Syrie au prétexte que les chrétiens maronites ont souvent été massacrés par les musulmans et les druzes. Pour faire cela, la France rappelle que depuis 1536, elle a signé avec l'Empire ottoman les capitulations, sorte de traité qui permet aux Français de se porter au secours des chrétiens, souvent malmenés par les musulmans. En vérité, ces capitulations n'étaient pas qu'un accord franco-ottoman, puisque la Grande-Bretagne, la Hollande, la Prusse, l'Autriche et l'Espagne ont signé les mêmes accords. La France découpe la Syrie en plusieurs États autonomes. Ces entités autonomes, au nombre de 6, voulaient créer un État kurde au nord-est, aux frontières sunnites et irakiennes, et une région autonome au sud, qui sera allouée aux Kurdes. Une région non sunnite recouvre le territoire autour de Damas. Alep sera la capitale d'une région à dominance sunnite et les Druzes, on l'a dit, auront un territoire au sud. Mais en 1922, la France décide qu'il fallait séparer le Liban indépendant pour en faire une entité chrétienne. Ce grand Liban devait constituer au départ une province autonome syrienne. La France en a décidé autrement. Résultat de ces magouilles, la Syrie n'a jamais reconnu le Liban. Elle l'a fait il y a à peine quelques années, car il n'a jamais été question pour elle d'envoyer un ambassadeur chez elle, ce qui serait une hérésie politique. Un autre point très important, Alexandrette, ville importante sur la mer Méditerranée, à la frontière syro-turque, est rattachée à la Syrie et sera un port franc pour les marchandises anglaises. Plus tard, Alexandrette sera retirée à la Syrie et est prise par la Turquie en 1939. En fait, l'histoire nous apprend que la nouvelle Turquie n'a jamais accepté le rattachement du Saint-Jacques d'Alexandrette à la Syrie. Cette petite province, qui comprend aussi la ville historique d'Antioche, était peuplée d'Arabes et de Turcs à parité. Le président Atatürk déplace des dizaines de milliers de Turcs d'Anatolie qu'il envoie à Alexandrette, puis plus tard, le gouvernement turc réclame un référendum qui automatiquement lui donne la majorité de la population. Il demande donc le rattachement d'Alexandrette à la Turquie, qu'il obtient par la force militaire. Il faut dire que la France, cette année-là, ne peut soutenir la Syrie et en même temps engager la guerre contre Hitler. Nous sommes en 1939. Alors, Alexandrette, territoire protégé par la France, devient turc et la Syrie est amputée du Saint-Jacques d'Alexandrette sans aucune réaction des autorités françaises. Lâcheté, peut-être. Quelques années plus tard, les Anglais, s'apercevant que les provinces pétrolières de l'Irak tombent dans l'escarcelle française via la Syrie, réclament alors une rectification des frontières. Mossoul, comme Kirkouk, deviennent irakiennes et
pour dédommager la Syrie, on lui donne le Golan arraché à la Palestine mandataire et sur avis favorable de la France. La France a dit la Syrie n'a pas de pétrole et on va lui enlever Kirkouk, alors elle n'a même pas d'eau. Et les Anglais ont dit c'est rien, on va leur donner nous le Golan, qui n'est pas à eux, qui est à la Palestine. Encore une fois, la France et l'Angleterre cèdent des territoires qui ne leur appartiennent pas. Nous sommes en 1946. Ce mandat sur la Palestine date de 1922. Mais la même année, l'article 5 du mandat donné à l'Angleterre stipule que le mandataire garantit la Palestine contre toute prise ou partie à bail de tout ou partie du territoire et contre l'établissement de tout contrôle d'une puissance étrangère. En clair, cela veut dire que la cession du Golan à la Syrie et celle de la Transjordanie et l'Irak à la famille Hachemi, en créant des royaumes de Transjordanie et le royaume d'Irak, ces cessions sont illégales en droit international. Et quand la Grande-Bretagne et la France répètent aujourd'hui que l'occupation par Israël du Golan est illégale, il me vient une folle envie de rire, car ces deux nations chrétiennes voient la paille dans l'œil israélien et ne voient pas la poutre dans le leur. Or, depuis 1967, sur le Golan, récupéré par Israël pendant la guerre des 6 jours, des dizaines de restes de communautés juives ont été découvertes et mises à jour, et des dizaines de vestiges de synagogues sont venus à la lumière du soleil. D'ailleurs, historiquement, le premier zélote juif, Judas de Gamala, qui a été crucifié en l'an 6 de l'ère chrétienne pour sédition contre Rome et Gamala, sa vie de naissance, est toujours présenté dans les livres d'histoire comme un village de Galilée. Mais une recherche bien menée mène le chercheur curieux en Golanitide, c'est-à-dire sur le Golan. Pourquoi cette confusion? Tout simplement parce que pour les Romains, la Galilée et le Golan, ou Golanitide, étaient gouvernés par Hérode et ses fils, étaient donc la même province gérée par la même famille. Peu leur importait que les habitants de la Galilée haute ou de la Galilée basse aient été identiques. Ces deux provinces étaient habitées par le peuple juif. Que pouvons-nous dire pour conclure cette partie? D'abord que la France et l'Angleterre n'avaient pas le droit de créer des États, le Liban, le Koweït, l'Irak, la Transjordanie en sont des exemples. Elles n'avaient pas le droit de déplacer une province d'État à un autre. Nous voulons parler du cas du Golan. Comment leur faire payer leurs fautes? Mes chers amis, ici s'arrête la première partie de cet exposé. La question est posée. La France et l'Angleterre, expliquée et exposée. La France et l'Angleterre ont, nonobstant les règles imposées par la Société des Nations, fait ce qu'elles ont voulu. Par conséquent, va-t-on un jour le leur faire payer? Nous verrons ça plus tard.